Être jeune, c'est se créer des héros, des modèles, des figures de proue pour se laisser guider dans des univers imaginaires qui permettent de nous construire, d'absorber les codes et les thèmes de la vraie vie avant de s'y confronter. On peut voir le cinéma sous tout un tas d'angles. Un échappatoire, un monde où l'imaginaire est rendu visible, mais la vision qui me plaît le plus est celle de la préparation. En fait, certains films peuvent agir comme une trame ou comme un miroir de notre société, et on se renforce psychologiquement face à ces œuvres qui agissent comme un exercice de la vraie vie. On apprend à rire, à pleurer, à comprendre, à réfléchir seulement grâce à ces héros. Ces contes et histoires qui bercent notre enfance et nous permettent d'entrer dans le monde avec le meilleur atout possible, la culture. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une liste de films qui ont accompagné des millions d'enfants et qui ont sûrement influencé l'humain que vous êtes devenu. Dans la vidéo sur du Cobu, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, en gros, j'ai dit que c'était un film de merde parce qu'il prenait les enfants pour des débiles profonds. J'avais aussi dit que je ferais une liste de films à présenter à vos enfants pour leur faire découvrir le cinéma sans les prendre pour des débiles profonds. Donc, c'est parti. 40 films de fous furieux à montrer à vos enfants. Alors cette liste, c'est pas moi et mes deux bières qui l'avons établie. Elle a été publiée en 2005 par la British Film Institute. Alors la BFI, on peut dire que c'est un peu l'équivalent de l'INA, mais en beaucoup plus vénère. Plus vénère dans le sens où, là où nous, on a des salles de ciné immersives, avec des écrans de 15 mètres de haut sur cette merde de large, avec des écrans de plus de 15 mètres de haut et 7 mètres de large, eux, ils rigolent zéro. Genre, ils ont un écran haut de 26 mètres et qui fait 20 mètres de large. Voilà. Entre autres. Donc la BFI, en 2005, elle fait une liste avec plus de 70 experts, où il y avait notamment des producteurs, des critiques de cinéma, des enseignants, et à qui il avait été demandé de lister 10 films indispensables pour un public jeune. Et donc ils ont sorti une liste de 50 films à regarder si vous avez moins de 14 ans. Alors ça peut être vos petits frères, vos petites cousines, peu importe, c'est censé construire la base cinématographique d'un jeune. Contrairement à toutes ces merdes de films avec des titres en jaune, qui vont eux les prendre pour des trous du cul. Alors, ça va être une grosse vidéo, donc on s'accroche, on va se chercher une petite bière dans le frigo, des petits bâtonnets de concombre, hein, si vous n'avez pas de concombre, vous prenez des carottes. Bref, c'est parti. Numéro 40, Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Alors moi, mon épisode préféré de Retour vers le futur, c'est le 2, parce que j'aime trop comment les réalisateurs du passé s'imaginaient notre présent. L'intrigue relate le voyage dans le passé d'un adolescent. Marty McFly, aidé du Doc de 1955, doit résoudre les paradoxes temporels provoqués par ses interventions dans le passé, et accessoirement trouver le moyen de faire fonctionner la machine pour retourner à son époque d'origine. Du coup, c'est un bon film parce que ça nous parle de harcèlement, et ça permet de présenter ce sujet sensible à des enfants. Pendant le film, on voit comment Marty et George font pour se défendre sans avoir recours à la violence. On peut aussi se poser la question du traitement que Biff réserve à Lorraine. C'est un des premiers films qui m'a permis de découvrir la science-fiction, et je trouve personnellement qu'il a pas pris une seule ride. C'est, je pense, une des pierres angulaires de cette vidéo, enfin en tout cas selon mon avis. Numéro 39, Oliver Twist de David Lean. Oliver Twist, ça raconte l'histoire d'un garçon qui se fait maltraiter et qui se retrouve à la rue. Et en plein Londres, il se trouve une bande de copains avec qui il va passer du temps et donc combattre sa solitude. Il va aussi avoir à se défendre contre des grandes brutes. Le film aborde les thèmes des familles alternatives. Non pas celles que vous héritez du sang, mais celles que vous allez vous créer via vos rencontres. Il nous démontre aussi que l'argent ne fait pas le bonheur. Il nous partage comment Oliver voit le monde, comment il fait des choix. On voit l'univers sous les yeux de l'innocence et à travers les grosses épreuves qui attendent Oliver. Alors le film est une tragédie, je le recommande pas forcément pour les enfants d'un très jeune âge, mais à partir de 12-13 ans, ça ira parfaitement. Numéro 38, Mon voisin Totoro de Miyazaki. Le film nous raconte l'histoire de Mei et Satsuki, deux petites filles qui emménagent dans une maison pas très loin de l'hôpital où séjourne leur mère. Dans cette maison, elles vont découvrir l'existence de grands, moyens et petits Totoro, des créatures magiques qui les emmènent en aventure. Avec ce film, on peut évoquer pourquoi Mei et Satsuki ne sont pas effrayées de Totoro, comment elles arrivent à s'en faire un ami aussi rapidement, et en quoi ça va aider leur famille. On peut aussi se poser la question sur la façon dont les personnages montrent leur courage, leur curiosité ou leur compassion, et surtout en quoi ce sont des forces importantes. Comment les petites filles gèrent la maladie de leur mère, et comment cette hospitalisation les affecte. On peut aussi parler du style visuel. Comment sont dépeints les humains? Est-ce que les Totoros sont effrayants? Qu'est-ce qui les rend si sympathiques? C'est un film qui touche absolument tout le monde, et je pense qu'on peut commencer à le regarder à partir d'un très jeune âge. Numéro 37, Ma vie de chien de Lasse Hallström. Ingemar, c'est un enfant de 12 ans qui est envoyé loin de ses parents, parce que sa mère est malade. Ce qui l'embête le plus, c'est surtout d'être séparé de son frère. Il est emmené chez son oncle, dans un tout petit village, et fait la rencontre d'un voisin qui lui fait lire des catalogues de sous-vêtements. Avec ce film, vous pourrez évoquer avec vos enfants l'importance de ne pas se comparer, leur poser la question sur pourquoi Ingemar se compare à Leica, le chien cosmonaute. On est aussi dans ce genre de film à mi-chemin entre l'adulte et l'enfant. Donc ouais, c'est un film un peu costaud, certains le recommandent pour 14-15 ans, je pense que 13-14 ans, ça fait pas de mal non plus. Numéro 36, Les
vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Ce film raconte les vacances de Monsieur Hulot, un bonhomme hyper maladroit qui fait plein de bêtises et qui a un peu du mal avec la société. C'est une représentation ciné d'un truc qui était tout nouveau à l'époque, les vacances. Ce film, je crois que je l'ai vu quand j'étais en CE1 ou CE2. Bon, à l'époque, il y avait ni YouTube ni Netflix, et c'est vrai que j'avais trouvé ça hyper cool. Je crois que c'était un des premiers films qui m'avait un peu marqué. Enfin, en tout cas, c'est un des premiers films où j'ai vraiment pu m'identifier au personnage principal, parce que je suis aussi hyper maladroit. Je pense que c'est surtout un film qui est intemporel et qui fonctionne avec toutes les tranches d'âge. Il n'y a pas forcément de limite à qui peut voir ce film. Numéro 35, Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg. On suit les aventures d'Indiana Jones, un professeur d'archéologie qui cherche l'ancien médaillon de Ra, un médaillon qui permettrait aux nazis d'accéder à l'Arche d'Alliance. Alors Indiana Jones, c'est un film un peu particulier. Avec ce film, on entre un petit peu plus dans l'adolescence déjà. C'est à ce moment-là qu'on va jouer avec les règles et surtout se poser de vraies questions. Est-ce qu'on peut être une bonne personne et outrepasser les règles? Est-ce que c'est ok? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui la différenciera d'une mauvaise personne? On peut aussi se demander qu'est-ce qui fait de Indy le héros de l'histoire, parce que concrètement, c'est juste un pilleur de tombes. Et il tue aussi des gens. D'un point de vue cinématographique, on peut se demander qu'est-ce qui en fait un bon film d'action. Est-ce qu'elle sert réellement l'intrigue ou c'est juste un ajout visuel? Ça pose aussi des questions sur la géopolitique de notre monde à nous. Est-ce que c'est moralement ok que des musées ou des institutions aux États-Unis ou en Angleterre conservent des artefacts historiques provenant d'autres pays? On peut aussi y voir la démonstration de la persévérance et du travail d'équipe, mais surtout le courage et l'intégrité, et en quoi ces deux qualificatifs aident Indiana Jones à se sortir de plein de situations. Numéro 34, Les Aventures de Robin des Bois de Michael Curtiz. Le film nous raconte les aventures de Robin des Bois, qui refuse de reconnaître envers le prince Jean la souveraineté, et il organise la résistance dans la forêt pour sauver son vrai roi. Allez, je pense que c'est un des premiers films dont on peut clairement faire le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Ça permet d'éduquer les enfants sur le principe des allégories, et on peut leur poser la question, qu'est-ce que Robin des Bois est censé représenter? Pourquoi l'idée de la résistance est importante? On peut aussi se demander à quoi sert vraiment Robin des Bois? Jusqu'où serait-il prêt à aller pour le plus grand bien? On y découvre aussi quelques caractéristiques comme le courage et la bravoure, qui sont je pense de bonnes valeurs. Numéro 33, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Le film nous raconte l'histoire de Barbon Fouilly, un professeur un peu fou qui mène une expédition sur la Lune. Après un drôle d'atterrissage, il découvre l'environnement lunaire, ses habitants, mais il participe aussi à un lever de terre. Alors pour ce film, j'ai une approche un peu plus différente que les autres. Je pense qu'un voyage dans la Lune, il faut plus l'imaginer comme une preuve qu'on peut briser les barrières techniques, créatives, imaginatives, même sans en avoir les moyens, tant qu'on a une histoire à raconter. Le film essaie d'imaginer la Lune près de 60 ans avant d'y avoir posé les pieds, et c'est un vrai témoignage de la science-fiction de l'époque. Je rappelle que le film est sorti en 1902, il y a genre 120 ans. C'est un film qui marchera à tous les âges, et je pense que c'est un très bon moyen de montrer qu'avec 3 bouts de ficelle, on peut construire une histoire parfaitement cohérente et imaginative. Numéro 32, Le Monde de Nemo de Andrew Stanton et de Lee Unkrich. Le film nous raconte l'histoire de Nemo, un petit poisson qui s'est perdu et dont le papa, marin, va traverser tout l'océan pour le retrouver. Alors il part pas tout seul, il est accompagné de Dory, un poisson bleu avec la mémoire qui part un peu en vrille. Alors Le Monde de Nemo, c'est un film plutôt particulier. On nous présente Marin qui fait tout pour empêcher son fils d'être blessé physiquement ou émotionnellement. Mais ça montre aussi le besoin des enfants de s'émanciper de cette couche de surprotection. C'est un film avec 2 niveaux de lecture. Il doit être vu par les enfants, mais aussi par les parents justement. Dans une autre mesure, ça parle aussi de handicap et comment faire face au monde avec telle ou telle difficulté. Et surtout pendant le film, on nous montre que même s'il y a des handicaps, ça empêche pas Nemo de faire tout autant de choses que n'importe quel autre petit poisson. Alors il y a des passages qui font un peu peur, hein. Déjà le tout début du film où la mère de Nemo et tous ses frères et sœurs sont mangés, et aussi le passage où on a l'impression que Nemo meurt. Ce film nous montre que les parents ont une détermination sans faille, qui font preuve de courage et de persévérance pour sauver leurs enfants, mais on a aussi un joli témoignage de compassion et de gratitude. Je pense que c'est un film qui est très très important. Numéro 31, Le Kid de Charlie Chaplin. Dans ce film, on suit Charlot qui trouve un enfant abandonné. Il va le prendre sous son aile et l'élever comme son propre fils. Bon ben moi, Le Kid, c'est le tout premier Chaplin que j'ai vu. Je devais avoir 6 ou 7 ans à l'école et j'avais pris une tartine. J'avais pris une claque parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire rire, qu'on pouvait faire pleurer, qu'on pouvait faire réfléchir sans utiliser un seul mot et juste avec les expressions de son corps. Ce film, c'est une masterclass. En fait, à n'importe quel âge, il suffit de l'oublier un petit peu et vous pouvez le redécouvrir, surtout depuis qu'il a été remasterisé. C'est Chaplin qui produit, qui réalise, qui joue à l'intérieur, qui fait la musique. En fait, c'est aussi la preuve qu'on peut contrôler à 100% son œuvre et qu'on peut créer des produits de A à Z soi-même. Je pense que personnellement, ça m'a ultra inspiré pour mes toutes premières vidéos il y a presque 10 piges, waouh. Numéro 30, Le Jardin Secret de Agnieszka Holland. Le film nous raconte l'histoire d'une jeune orpheline recueillie par son oncle et qui va découvrir un jardin laissé à l'abandon. Elle décide de le restaurer et elle va redonner vie non seulement au jardin mais aussi aux habitants de la maison. Bon, là on est face à un film qui est très contemplatif, je pense. C'est visuellement très joli, il y a des fleurs partout. C'est un film qui est un peu lent, un peu posé, mais contemplatif et lent ne veut pas dire mou et ennuyeux. C'est juste qu'il prend son temps. Et surtout à travers Le Jardin Secret, on essaie de piquer la curiosité, la compassion et le travail d'équipe. Et ça va instaurer ces valeurs chez le jeune qui va le regarder. Numéro 29, Le Chemin de la Liberté de Philippe Noyce.
le film nous raconte l'histoire de 3 jeunes filles qui s'enfuient d'un camp d'internement pour traverser l'Australie entière et retrouver leur famille. Bon là c'est un giga-drame, c'est hyper chargé en émotions, et ça permet de présenter à des jeunes certains films qui sont inspirés d'histoires vraies. C'est un film qui évoque aussi le racisme, il y a des valeurs de courage, de ténacité, même si c'est un film que je recommanderais pas forcément pour les plus jeunes. On va dire entre 13 et 15 ans, voilà, ça passe très bien. Numéro 28, Le ballon rouge de Albert Lamoris. Le film nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui trouve un ballon rouge accroché à un réverbère. Très rapidement, les deux deviennent amis, et il suit alors une petite ribambelle d'aventures. Bon ça c'est un film français un peu particulier aussi. Celui-là, vous pouvez le montrer à des enfants très petits, 3-4 ans, ça passe très bien. Et surtout, je pense qu'il y a une réflexion à avoir avec le muet. Comment la cinématographie rend service à l'histoire, quel est le rôle de la couleur dans le cinéma. Bref, tout un tas de questions qui peuvent interroger l'enfant sur son rapport au cinéma. Ou du moins créer un rapport avec le cinéma, puisque comme je l'ai dit, il peut être regardé à un très très jeune âge. Numéro 27, Le ballon blanc de Jafar Panahi. Le film nous raconte l'histoire de la petite Rizet. C'est le premier jour du printemps et la coutume fait qu'elle doit acheter un nouveau poisson rouge. Elle galère à trouver de l'argent, elle finit par en trouver mais elle l'égare et elle va passer tout le film à essayer de le retrouver. Alors ce film c'est un film dissident iranien, faut le savoir. Donc même si on vous met des enfants sous le nez et qu'on vous donne l'impression que c'est un film pour enfants, bah il y a aussi un sous-texte en trame de fond. On peut mettre différentes lunettes pour voir le film. Ça peut être considéré comme le premier film politique que vous pouvez montrer à vos enfants sans les prendre pour des débiles et montrer quels peuvent être les vices d'une société. Ça expliquera à vos enfants en quoi être égoïste ou en quoi être avare dans la vie n'est pas forcément une chose super cool. Numéro 26, La vie est belle de Frank Capra. Le film nous raconte l'aventure d'un homme qui, suite à une malencontreuse erreur, perd une grande quantité d'argent peu avant Noël. Il en arrive à des pensées suicidaires jusqu'à ce qu'un ange venu du ciel ne le remette sur le droit chemin. Bon, La vie est belle, on peut le considérer comme le premier film de Noël à montrer à vos enfants. C'est la démonstration d'en quoi les liens familiaux sont hyper importants et en quoi chaque membre de la famille est un plus pour la vie de l'autre. Le film nous présente des personnages qui sont intègres et emplis de gratitude, surtout à la fin avec tous les cadeaux. Mais on peut aussi se poser la question, en quoi Georges serait un héros? Pourquoi serait-il prêt à se tuer pour une simple somme d'argent? On peut aussi poser la question à un enfant, qu'est-ce qui en fait un bon film de Noël? En quoi il résonne avec les valeurs qu'il y a à la fin de l'année? Le partage, la bienveillance, etc. Numéro 25, La guerre des étoiles de George Lucas. Dans une galaxie très très lointaine il y a très très longtemps, un petit groupe des rebelles s'empare des plans de l'étoile noire, une arme redoutable qui pourrait détruire absolument tout ce qu'elle voudrait. Le but du jeu ultimement ça va être de détruire cette étoile noire, sauf que pour y arriver, il y a du chemin. Bon là on est sur un cas un petit peu vicieux. Star Wars c'est connu pour avoir 1 milliard de goodies et de merchandising. Ça a vendu des millions et des millions de jouets à n'importe quel enfant de la planète, et ça permet d'évoquer ce rapport entre œuvre de fiction et jouets de la vraie vie. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir des objets avec le label officiel de la série, etc. Et est-ce que certaines œuvres de fiction sont pas juste des publicités géantes? Alors le film est sorti dans les années 70, et depuis il a très peu changé. Quelques petits fixes au niveau des effets spéciaux, mais pas de gigantesque lifting. Alors pour un film qui a plus de 40 ans, on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours aussi agréable à regarder? Est-ce que certains effets ont vieilli? Est-ce que c'est pas un peu dépassé avec tout ce qu'on a actuellement? Qu'est-ce qui en fait toujours une grande œuvre de la science-fiction? Le film nous fait aussi la démonstration de la persévérance et du self-control, mais aussi en quoi le courage et le travail d'équipe ont des résultats concrets, même en temps de guerre. Numéro 24, La randonnée de Nicolas Roeg. Le film nous raconte les aventures de 2 jeunes qui se retrouvent perdus dans le désert. Ils font la rencontre d'un jeune aborigène qui fait sa randonnée. C'est une aventure initiatique où vous êtes seul dans le désert. Sans trop spoiler, les 3 apprennent à survivre ensemble dans l'Outback, le désert australien, mais suite à une série d'événements, ils finissent par se séparer à la fin. Je vais pas raconter trop, je vous laisserai voir le film. Alors là, c'est un film un peu plus adulte déjà. Je le conseille pas à des jeunes de moins de 14-15 ans. Vous pourrez évoquer les sujets de la survie. Quelles barrières sommes-nous prêts à casser pour survivre? Est-ce qu'on peut être surpris de telle ou telle action en condition de crise? Je rappelle que là c'est de la survie dans le désert. On peut se poser la question de en quoi les méthodes des 2 jeunes sont culturellement différentes de celles de l'aborigène. Naturellement avec ce film on va pouvoir évoquer les différences culturelles. Comment le film dépeint le contraste entre les civilisations urbaines et les civilisations beaucoup plus proches de la nature. Quel est le message qu'on tire du film? Donc ouais je pense que ce film il faut le réserver à un public de jeunes ados. Parce que trop jeune je pense que le contexte ne serait pas pertinent. Et le propos du film ne serait pas compris. Numéro 23, La Belle et la Bête de Gary Trousdale et Kirk Wise, mais aussi la version de Jean Cocteau. Le film nous raconte l'aventure de Belle qui décide de s'échanger en tant que prisonnière pour libérer son père des griffes de la bête. Elle découvre finalement que la bête n'est pas si monstrueuse que ça et commence alors à naître une histoire d'amour. Et oui, dans la liste il y a bien la version de Walt Disney, mais il y a aussi la version de Jean Cocteau. Donc déjà Cocorico, avec ce film on va pouvoir évoquer l'importance ou du moins la non-importance des apparences. Quelles sont les premières impressions de la Belle et de la Bête vis-à-vis de l'autre quand ils se rencontrent? Qu'est-ce qu'ils découvrent chacun en l'autre au fur et à mesure que leur
relations évoluent et comment la bête découvre l'humilité et le self-control. Alors pour la version de Disney, on peut se poser la question, en quoi Belle est-elle similaire aux autres princesses, que ce soit Cendrillon ou la petite sirène? Mais aussi, en quoi est-elle différente? Est-ce qu'elle est curieuse? Est-ce qu'elle a de la jugeote? En quoi est-elle un modèle différent que certaines autres princesses? Comment les personnages nous montrent leur compassion et leur empathie? En réalité, on peut surtout se dire, pourquoi Gaston a-t-il l'air si surpris que Belle refuse de l'épouser? Et en quoi ce refus permet de casser les clichés des contes de fées? Numéro 23, L'esprit de la ruche de Victor Hérissé. Dans les années 40, une petite fille nommée Anna découvre le film Frankenstein. Elle est tout autant fascinée que choquée. Cette créature mythique va lui permettre d'ouvrir les portes de l'imaginaire. Durant un jeu avec sa sœur, elle se cache dans une maison abandonnée et découvre un soldat blessé. Bon là, pour le coup, c'est un film politique espagnol. Ça nous présente le monde et ses difficultés sous l'angle de vue des enfants. Certains sujets qui peuvent être difficiles à comprendre, comme la guerre, les combats, les valeurs, peuvent être amenés beaucoup plus facilement avec ce genre de film. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Vous pouvez le montrer à de jeunes enfants, à de jeunes adultes, et le revoir en étant adulte, en ayant à chaque occasion un différent niveau de lecture. C'est un film qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus posé, même si les thématiques qu'il aborde sont beaucoup plus violentes. Numéro 22, Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Le film nous raconte les aventures de Kirikou, un petit garçon qui naît dans un village d'Afrique, mais sur lequel la sorcière Karaba a jeté un terrible sort. La source d'eau est asséchée, les villageois sont rançonnés, et les hommes sont kidnappés pour être apparemment mangés. Mais Kirikou, qui vient à peine de sortir du ventre de sa mère, veut délivrer le village de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté. Kirikou, c'est un cas d'école très particulier. Il y a un rapport entre le visuel, donc l'animation, la direction artistique, etc., et la musique. La musique dans Kirikou, c'est très important. Et on peut se poser la question, en quoi cette œuvre d'animation, avec sa bande originale très travaillée, diffère d'autres films d'animation où la musique est en second plan. On peut aussi se poser la question du rapport de force. La plupart des héros ont des armes redoutables ou des alliés super puissants pour les aider. En l'occurrence, Kirikou, lui, est tout petit, et il fait face à une sorcière qui a battu de nombreux grands hommes. Qu'est-ce que Kirikou a que n'avaient pas ses valeureux guerriers? L'histoire est très originale. On est peu habitué à avoir percé des récits 100% originaires d'Afrique. Là, on est vraiment dans un conte traditionnel. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que la plupart du temps, dans les films d'animation pour enfants, on voit à peu près où l'histoire va nous emmener. Or, dans cette histoire-là, on est très souvent surpris de la direction que prend l'histoire. Donc ouais, Kirikou, c'est une masterclass à la française. Je le conseille aux enfants à partir de 5 ans, et vous pouvez le revoir à l'âge adulte sans qu'il ait perdu 1 gramme de sa valeur. Numéro 21, King Kong de Marianne C. Cooper. Le film nous raconte l'aventure d'une actrice et d'une équipe de production qui sont en route pour Skull Island. Les autochtones croient en un monstre préhistorique qu'ils appelleraient King Kong, un gorille de plus de 15 mètres de haut. Une tribu kidnappe Anne et l'offre en sacrifice à la bête. On va donc suivre les aventures de quelques Américains contre un monstre géant préhistorique. Le film vous permettra d'évoquer avec vos enfants les dangers de la civilisation humaine, mais surtout le clash entre la civilisation et la jungle primitive. En quoi le sort réservé aux gorilles géants est profondément injuste et poignant. On peut demander aux enfants si King Kong est une créature sympathique qui méritait d'être laissée tout seul, ou un monstre enragé qu'il fallait tuer. Et en quoi serait-il différent des dinosaures de Jurassic Park, par exemple? Numéro 20, Jason et les Argonautes de Don Chaffee. Le film nous raconte les aventures de Jason et de son équipage qui partent à la recherche de la mythique Toison d'Or, une toison aux propriétés magiques et qui lui permettrait de récupérer son trône volé. Avec ce film, vous pourrez faire un premier pas en direction de ces œuvres et récits qui ont fondé notre imaginaire collectif. Bah ouais, parce que l'Antiquité, ça regorge d'histoires toutes plus fantastiques les unes que les autres. Je pense que ça peut être un bon point d'entrée pour la mythologie antique. Bah ouais, parce que l'Antiquité, ça regorge d'histoires toutes plus fantastiques les unes que les autres, et que par conséquent, il mérite le coup d'œil. Via ce film, on peut aussi apprendre aux enfants pourquoi voler c'est mal. Je pense qu'on peut le regarder vers 6-7 ans, ça marche très bien. Par contre, il dure 180 minutes, donc attachez bien vos enfants. Numéro 19, Être et avoir de Nicolas Philibert. Le film est un demi-documentaire qui suit la vie d'un groupe d'enfants dans une petite commune d'Auvergne. La classe est assurée par un seul instituteur qui s'occupe d'une quinzaine d'enfants allant de la maternelle au CM2. Être et avoir, c'est un documentaire qui va s'intéresser aux méthodes d'enseignement et particulièrement dans ce type de classe un peu particulière. Quelles sont les relations qu'il va y avoir entre les élèves et l'enseignant, mais aussi entre l'enseignant et les parents d'élèves. On est sur un documentaire un peu particulier. La réalisation est très sobre et il n'y aura aucun commentaire en voix off, un peu à la manière des épisodes de Striptease. Personnellement, je pense que c'est un super témoignage de la scolarité des jeunes il y a 20 ans. Et comme j'étais pile poil à l'école il y a 20 ans, il y a un truc qui résonne un petit peu plus chez moi. Numéro 18, Édouard Romain d'Argent de Tim Burton. Le film nous raconte l'histoire de Edward, un jeune homme créé par un inventeur, mais qui n'a pas eu le temps de le terminer, qu'il a laissé avec des ciseaux à la place des mains. Il est recueilli par une femme pour vivre dans une banlieue résidentielle, et il tombe amoureux de sa fille, Kim. Les habitants du quartier semblent l'accueillir plutôt chaleureusement au début, avant de se retourner contre lui. Avec ce film, vous pourrez évoquer avec vos enfants la place de la conformité dans le monde. Qui est-ce qui définit Edward comme ne faisant pas partie du moule, et est-ce que ça justifie le comportement du voisinage envers Edward? Mais on peut aussi prendre le film à contre-pied, et se poser la question en quoi Edward fait la démonstration de la curiosité, de la compassion, et en quoi ce sont des caractéristiques importantes. C'est un film de plus dans la liste pour prouver que les apparences sont parfois trompeuses. Numéro 17, Du silence et des ombres de Robert Mulligan.
Dans ce film, on suit Atticus Finch qui essaie d'élever ses 2 enfants, Jem et Scout, pendant qu'il défend un homme noir en plein cœur de l'Amérique ségrégationniste des années 30. Tom Robinson est accusé d'avoir violé une femme blanche, et même si Atticus met en évidence des contradictions clairement évidentes, on assiste à une vision de la société telle qu'elle était il y a une centaine d'années. Avec ce film, on peut demander aux enfants en quoi c'est une bonne adaptation du roman. Qu'est-ce que les scénaristes ont décidé de garder, et qu'est-ce qu'ils ont décidé de supprimer ou de modifier? Est-ce que c'est une bonne adaptation? Comment est-ce que la désinformation affecte la vie des gens, jusqu'à nos propres voisins? Est-ce que le film continue de perpétuer le mythe du héros blanc? En quoi Atticus Finch nous fait la démonstration de la compassion et de l'intégrité, surtout aux yeux de la loi? C'est un film qui est assez lourd à voir. Je pense qu'aux environs de 12 ans, ça devrait le faire. Numéro 16, Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly. Le film nous raconte l'histoire de Don Lockwood et Lina Lamont, 2 stars de cinéma muet qui doivent faire face à l'arrivée montante du cinéma parlant. Là où Lina aimerait être en couple avec Don, ce dernier fait la rencontre d'une nouvelle actrice, ce qui va finir par rendre Lina jalouse. Bon alors Chantons sous la pluie, c'est une comédie musicale, si ce n'est la comédie musicale puisqu'elle est citée à tour de bras comme étant la référence du genre. Le scénario du film évoque une période charnière entre le cinéma parlant et son ancêtre le cinéma muet. Quels pouvaient être les problèmes qui découlaient de cette évolution et quels en ont été les avantages? On peut aussi se poser la question du but des rôles modèles dans ce film. Est-ce qu'il y en a? Pourquoi? Et quels sont leurs buts? Les personnages de Chantons sous la pluie font une démonstration de persévérance et de travail d'équipe. Par contre, attention, certains dialogues qu'ont les hommes envers les femmes sont un peu datés, donc je vous conseille de vraiment mettre un cadre parce que c'est des discours des années 50. Numéro 15, Certains aiment chaud de Billy Wilder. Dans ce film, on suit les aventures de 2 musiciens qui sont témoins d'un meurtre de la part de gangsters et qui tentent de leur échapper en se déguisant en femmes. Pendant leurs aventures, ils font la rencontre de Marilyn Monroe et une ribambelle d'aventures leur arrive. Bon là, c'est assez intéressant parce qu'on a 2 hommes qui se déguisent en femmes et dans les années 50. Donc forcément c'est accompagné de stéréotypes et de clichés de l'époque, mais c'est beaucoup moins agressif que Chantons sous la pluie. On a affaire à un film un peu plus mature déjà. Pour le comprendre, faut au moins avoir 12-13 ans, surtout qu'il met en avant des sujets assez adultes. Il y a beaucoup d'alcool dans ce film, et certains personnages sont souvent ivres. On peut alors se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose pour la santé, et quelles sont les conséquences de cet alcoolisme? Il y a aussi certains passages où Joe et Jerry se font emmerder par d'autres hommes pendant qu'ils sont déguisés en femmes. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on apprend? Mais surtout en quoi c'est un miroir de notre société actuelle, près de 60 ans après la première sortie du film. Numéro 14, Blanche-Neige et les 7 nains de David Hand. Le film nous raconte l'histoire de Blanche-Neige, dont la vie est menacée par la méchante reine, qui veut la tuer pour être enfin la plus belle du royaume. Le chasseur n'arrivant pas à la tuer, elle se perd dans la forêt avant d'atterrir chez 7 nains, ayant chacun leurs propres caractéristiques. Blanche-Neige, c'est le tout premier film de princesse de Disney. C'est un film qui a pratiquement 90 ans, on peut se demander s'il a vieilli, et si certains points de l'époque seraient gardés si on le refaisait aujourd'hui. Sinon, quels sont les éléments de Blanche-Neige et les 7 nains qui en font un classique des contes de fées? D'ailleurs, comment Blanche-Neige est-elle représentée sous l'étiquette de la demoiselle en détresse? Est-ce que cette représentation a évolué depuis les années 30? On peut aussi se demander pourquoi la reine est jalouse de Blanche-Neige. Pourquoi la beauté lui est si importante? Est-ce qu'elle finit par apprendre l'humilité et l'empathie? C'est intéressant parce qu'on peut aussi se poser la question de la représentation de la violence dans Blanche-Neige. Est-ce que c'est la même que dans d'autres films Disney? Je pense personnellement que c'est un très bon classique. C'est une démonstration de courage, de compassion, mais surtout de la gentillesse de la part des nains. Donc pour ça, je pense qu'on peut le montrer à n'importe quel enfant. C'est vraiment une valeur sûre. Numéro 12, Billy Elliot de Stephen Daldry. Le film raconte l'histoire de Billy Elliot, un petit garçon qui fait de la boxe, jusqu'au jour où une école de danse s'installe dans les mêmes locaux. Billy est d'abord étonné, puis finalement il se prête au jeu et s'inscrit au cours de danse. Cette nouvelle activité ne manque pas d'énerver fortement son père et son frère, qui voient en cette nouvelle passion un passe-temps ridicule. Et oui, Billy Elliot, ça vient casser un petit peu les clichés, parce qu'on peut être un garçon et aimer les cours de danse, tout comme on peut être une fille et aimer les cours de boxe. Y a pas de stéréotype à avoir normalement. Avec ce film, on peut se poser tout un tas de questions. Pourquoi la famille de Billy n'aime pas le fait qu'il fasse de la danse? En quoi le ballet est important pour Billy? Ou pourquoi ça lui fait peur? Pourquoi Madame Wilkinson l'aide? Qui est-ce qui aide Billy à accepter sa passion? En somme, en quoi Billy Elliot est la démonstration de la persévérance et du courage d'aller à l'encontre de ce que pensent nos parents? Je pense que c'est un des meilleurs films de la liste personnellement. Par contre, attention, il y a un petit peu de gros mots dans le film, donc attendez les 12-13 ans pour le montrer à un enfant, je pense. Numéro 11, Au revoir les enfants de Louis Malle. Le film raconte l'histoire de Jean, un enfant juif qui débarque dans une nouvelle école et qui se fait un nouveau copain, Julien. Un jour la Gestapo débarque et arrête de nombreux enfants, ce qui vient couper court à leur amitié. Alors c'est un film qui va évoquer la Seconde Guerre mondiale avec des enfants, donc forcément je le recommande pas avant 12-13 ans, je pense, quand on le voit au lycée ou au collège, je sais plus. C'est un film qui peut être assez troublant, mais je pense que ça fait aussi un bon support pour les cours d'histoire. Je pense qu'avec ce film on peut évoquer la dure réalité de la guerre. On peut se poser la question du choix de l'école, mais aussi le choix de personnages de jeunes enfants. Alors il y a très peu d'action ou de violence dans ce film, mais pourtant ça reste très intense et empli de suspense. Alors pourquoi est-ce que le suspense et la tension sont plus efficaces que des morts à l'écran, que des champs de bataille ou que des actes de résistance? Voir ce film permet d'avoir un élément de réponse. Et surtout pour un jeune, ce sera très facile de s'identifier au personnage de Lucien, puisque comme le spectateur, il va faire la transition entre le monde de l'innocence et le monde de la vraie vie. Numéro 10, Toy Story
de John Lasseter. Le film nous raconte les aventures de Woody et de sa bande d'amis. Un jour, un nouveau jouet débarque dans la maison et une véritable aventure commence. Buzz l'éclair finit par disparaître et on va suivre les aventures de Woody qui part à sa rescousse. On y est les amis, c'est mon film préféré de la liste. Toy Story, c'est une masterclass de A à Z. J'ai pas besoin de m'étaler, le film est parfait, le film est incroyable. Avec ce film, vous pourrez parler de l'amitié, de la loyauté, de la rivalité, l'importance des modèles, l'importance du courage, la persévérance. Ce film m'a profondément marqué quand je l'ai vu. Si bien que je pense faire partie des gens qui pensent eux-mêmes que les jouets sont réels quand on quitte la pièce. Ça développe tellement notre imagination, on s'imagine mille et un scénarios de ce qu'ils pourraient faire quand on n'est pas avec eux. C'est une ouverture à l'imagination, à la créativité et à la bienveillance. Je pense que ce film est bienveillant. Andy, c'est un petit enfant qui passe plus de temps à jouer avec ses jouets que regarder la télé ou jouer à l'iPad. C'est un peu vieux jeu, mais je pense perso qu'on s'amuse 1000 fois plus avec tout un tas de jouets qu'en collant un gamin devant YouTube. Je pense que c'est débile. Offrir des jouets à des enfants, c'est cool, parce que c'est eux qui créent les histoires, c'est eux qui créent les dialogues, c'est eux qui forgent leur univers et leur monde. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre vos enfants devant la télé, etc. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce serait débile. Je pense qu'il faut un peu de tout. Mais c'est vrai qu'utiliser des jouets pour créer son propre monde et son propre univers, ce sera toujours supérieur à un univers qui a été créé par quelqu'un d'autre. Toy Story, c'est une démonstration de courage et de travail d'équipe. Buzz et Woody finissent par être amis et apprennent à être humbles, et je pense que c'est une caractéristique importante à transmettre aux enfants. Numéro 9, Où est la maison de mon ami ? De Abbas Kiarostami. Le film nous raconte l'aventure de Ahmad, un petit garçon de 8 ans qui se rend compte qu'il a le cahier de son ami Mohamed. Or, ce dernier va se faire virer de la classe s'il oublie encore une fois son matériel. Le film nous raconte donc l'aventure longue, périlleuse et imprécise de ce jeune Iranien qui cherche son ami. Ce film aussi est un peu particulier. Il s'agit d'une représentation de la réalité, enfin selon le réalisateur. C'est un vrai parcours initiatique, surtout dans une société qui se bride encore sous des interdits. C'est un film qui est assez dramatique mais qui reste quand même une belle aventure d'un coin du monde auquel on prête pas tous les jours attention. Numéro 8, Les 400 coups de François Truffaut. Antoine, c'est un adolescent rebelle. Il s'entend pas forcément avec son père, et un jour il surprend sa mère avec son amant. Alors il fugue, mais il est récupéré par ses parents. La vie semble reprendre son cours normal, mais Antoine est finalement rappelé par les bêtises, et par extension les 400 coups. Les 400 coups, c'est le premier long métrage de François Truffaut, un des génies qui a révolutionné le cinéma français, et il nous sort là une réelle masterclass. Dans ce film, on ressent vraiment la perdition d'Antoine. Ça nous offre une vision très éclairée de la jeunesse de 1959, de la scolarité de l'époque, mais aussi en tant que témoignage de la société. C'est un film qui a presque des reflets autobiographiques, parce que la vie de François Truffaut, elle est pas hyper joyeuse non plus. Ça permet aussi aux enfants de voir les conséquences d'une émancipation qui serait arrivée sûrement beaucoup trop tôt. Numéro 7, Le voyage de Chihiro de Miyazaki. Le film nous raconte l'aventure de Chihiro, une petite fille de 10 ans qui voit ses parents transformés en cochons. Pour que ses parents redeviennent humains, Chihiro doit combattre son égoïsme et vaincre la méchante sorcière Yubaba. Alors Le voyage de Chihiro, c'est le deuxième film de Miyazaki de la liste, pour vous dire à quel point ce cinéaste a réussi à saisir l'essence même d'un film pour enfants. Alors comme pour Mon voisin Totoro, c'est aussi un très joli témoignage de la culture japonaise. Je pense qu'énormément de jeunes ont découvert le pays du soleil levant avec des œuvres titanesques comme celle-là. Alors il y a des moments dans le film qui peuvent faire peur, mais c'est pas non plus trop effrayant. Ça peut être un bon baromètre pour mesurer la peur du jeune. Là aussi on peut se poser la question du héros. En quoi Chihiro est-elle un vrai modèle? Comment fait-elle la démonstration de la persévérance, mais aussi de la gratitude? Le voyage de Chihiro, c'est tout simplement un classique. Un classique du film pour enfants, un classique du cinéma japonais. Je le recommande à partir de 9-10 ans parce que c'est vraiment un must-have de la culture cinématographique internationale. Numéro 6, Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Ce long métrage nous raconte la vie d'Antonio, un homme de 40 ans qui vit dans la banlieue populaire de Rome. Il trouve un petit boulot de colleur d'affiches, mais un jour, il se fait voler la bicyclette qui lui permet de traverser la ville et par conséquent de travailler. Sans cette simple bicyclette, c'est toute la famille d'Antonio qui court à la famine. Il part donc avec son fils de 7 ans, Bruno, à la recherche de la bicyclette volée. Le voleur de bicyclette, c'est un chef-d'œuvre, c'est hyper émouvant. Et dans certains drames, on a l'impression que le sort s'acharne, puissance 1 milliard, mais au-delà d'un simple vol de vélo, on nous fait comprendre dans le film que c'est beaucoup plus qui a été volé. On peut se demander alors si la bicyclette n'est pas qu'un simple symbole. La représentation père-fils est incroyablement dépeinte. Il y a une réelle complicité entre les deux, c'est un travail de minutie absolue pour réussir à dépeindre l'Italie d'après Seconde Guerre mondiale, le chômage et la misère qui en a résulté. Une aventure extrêmement émouvante qui peut être comprise dès le plus jeune âge. Numéro 5, Le magicien d'Oz de Victor Fleming. Le film nous raconte les aventures de Dorothy, une jeune fille qui, lors d'un rêve, se retrouve transportée dans un royaume imaginaire et dans lequel elle doit retrouver son chien. Dans ce monde fantastique, il y a une bonne fée et il y a aussi une méchante fée. Le but de Dorothy va donc être de trouver les chaussures rouges de la mauvaise fée et de les emmener au magicien d'Oz qui habite dans un palais d'émeraude. C'est un film qui est aussi très ancien, alors on peut y trouver quelques similitudes avec le mythe du héros, des aventures qui prennent un orphelin et qui en font une machine de guerre à la fin, mais aussi en quoi le support de ses amis est important
important durant une aventure. Le film s'essaye à plusieurs genres différents. Ça peut être assez marrant de chercher lesquels l'ont inspiré. Chacun des amis de Dorothy est une bonne valeur. Ils font respectivement preuve d'intelligence, de bonté et de courage. Mais il y a aussi énormément de persévérance et de travail d'équipe, puisque ce sont les forces combinées de tous ces personnages qui mènent à la victoire. Le Magicien d'Oz, c'est un classique du cinéma américain. Ça a, je pense, un petit peu vieilli, mais ça reste quand même super sympa à regarder. Numéro 4, La Nuit du Chasseur de Charles Laughton. Un homme confie 10 000 $ à ses 2 enfants avant d'être condamné pour vol et pour meurtre. Leur nouveau beau-père, qui est un religieux bizarroïde, va donc les poursuivre afin de récupérer cette somme d'argent colossale. Alors La Nuit du Chasseur nous raconte l'aventure de 2 jeunes enfants perdus dans une Amérique rurale. Le but du jeu va donc être d'échapper à ce fanatique religieux tout en essayant de délivrer leur mère. C'est un film qui va littéralement exploser l'innocence de jeunes enfants. Leur beau-père est violent, peut-être même paranoïaque, il y a une réelle ambiance de thriller. Alors il est parfois considéré comme étant un film d'horreur, donc je le conseille pas forcément à un très jeune âge, mais on va dire qu'à 11-12 ans ça peut le faire plutôt bien. Numéro 3, Kess de Ken Loach. On suit la vie de Billy Casper, un adolescent chétif qui va de bêtise en bêtise et qui n'est pas un élève particulièrement brillant. Il est nul en sport, mais il excelle dans les bêtises. Un jour, il découvre un nid de faucon. Il décide d'en attraper un et de l'entraîner. Alors que cet oiseau représente une lueur d'espoir dans la vie sombre de Billy, de terribles événements arrivent et viennent tout bouleverser. Alors Kess, c'est un des films que j'ai le plus aimé de la liste. C'est un destin hyper tragique, peut-être même un peu trop dépressif, mais ça reste quand même une super lueur d'espoir. Par contre, on peut se poser la question sur la violence du film. Est-ce qu'il est peut-être pas un peu trop sombre? Surtout quand on en voit la fin. Alors certes, Billy est assez triste, mais on peut aussi se demander pourquoi la plupart des adultes du film le sont aussi. Quelle est la différence entre la relation adulte-enfant et la relation Billy-faucon? Mais on peut aussi se demander comment les adultes influencent indirectement le comportement des enfants. Comme je l'ai dit, c'est un film qui est assez sombre, donc je le conseille à partir de 14-15 ans pour être vraiment préparé. Numéro 2, The Outsiders de Francis Ford Coppola. Ce film nous raconte l'aventure de jeunes adolescents qui évoluent dans les années 60 au sein d'une bande de malfrats. Suite à une violente bagarre, des membres du groupe tentent d'échapper à la police. Alors avec Outsiders, vous allez pouvoir évoquer la lutte des classes, jusqu'où certaines catégories de personnes très défavorisées sont prêtes à aller pour s'en sortir. On peut se demander aussi l'intérêt de former des groupes, des gangs, et toutes ces cliques sociales qui excluent finalement peut-être un peu plus. On peut aussi se demander si la façon dont le film nous démontre la camaraderie correspond à une vision normale de l'amitié. C'est un film qui est assez balèze. Perso, j'attendrai 15-16 ans pour le montrer à un jeune, parce que trop tôt ce serait un risque que l'enfant ne saisisse pas l'intérêt du film. Et finalement, numéro 1, E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. Une nuit, près de Los Angeles, une soucoupe volante atterrit et quelques extraterrestres en descendent pour une mission d'exploration botanique. L'un d'entre eux s'aventure au-delà de la clairière où se trouvait la navette et se retrouve perdu en pleine ville. C'est sa première interaction avec la civilisation humaine. Il se réfugie alors dans une résidence de banlieue et fait la rencontre d'un petit garçon, Elliot. Avec son frère et sa sœur, ils vont tout faire pour garder E.T. secret et le protéger des scientifiques et des militaires qui voudraient l'étudier. E.T. l'extraterrestre est probablement un des meilleurs films de toute la liste entière. C'est un film qui a tellement de degrés de lecture. Déjà, la réal est incroyable, la musique est parfaite, l'histoire est à la fois touchante, mais aussi super poignante et un peu triste. Et la fin est un peu douce amère. Dans ce film, les adultes et les enfants ont vraiment du mal à se comprendre les uns les autres. Il leur manque de la remise en perspective, et cette remise en perspective, elle sera complètement personnifiée dans E.T. On peut se demander comment Elliot et les autres enfants comprennent E.T. et pourquoi les adultes ne peuvent pas le comprendre. Quelle est la relation parent-enfant qu'entretient Elliot et sa mère lorsqu'il évoque E.T. Mais on peut aussi comparer ce film de science-fiction avec tous les autres. E.T. c'est un alien qui est pacifique et gentil, à une époque où c'était la mode de sortir des films avec des monstres de l'espace qui détruisaient tout sur leur passage. E.T. ça nous permet d'évoquer le deuil, ça permet d'évoquer la persévérance, le travail d'équipe, la compassion, l'empathie, ça permet d'ouvrir des portes de l'imaginaire, de la curiosité sur l'espace et ce qui nous entoure. C'est un film qui a profondément marqué l'histoire du cinéma, et j'en veux pour preuve les milliards de références dans la pop culture. On peut donc se dire qu'il a profondément influencé toute une génération d'êtres humains. Waouh! Bon déjà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est insane. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette super longue vidéo qui aura demandé, mine de rien, pas mal de taf de recherche. Cette liste de films du BFI, elle est pas anodine. Elle a été faite par des gens qui savent comment accompagner des enfants vers le monde des grands sans les traumatiser ou les chouchouter. En fait, c'est pile entre les deux. Ce sont des films qui peuvent parfois prendre aux tripes, vous faire pleurer, vous faire rire, peut-être même peur, mais rappelez-vous que c'est ça le cinéma. Un terrain de jeu dans lequel on suit la progression de héros qui nous ressemblent très précisément dans ce qu'ils ont d'humain, et donc tout un tas d'émotions. Alors forcément, la liste peut pas être hyper détaillée ni exhaustive. Il y a trop de films pour pouvoir tout lister, et puis surtout le classement s'arrête à 2005, donc il nous manque 17 ans de recul. Mais je trouvais quand même pertinent de vous parler de toutes ces perles qui sont de très bons films pour adultes, mais surtout pour enfants. Et l'avantage de cette liste, c'est que vous pouvez orienter la cinémathèque du jeune en fonction de ce qu'il a plus ou moins aimé. Le drame, la comédie,
le film d'animation, le thriller, la liste est quand même relativement variée et diversifiée. Alors encore plus que d'habitude, j'espère que la section commentaires, elle sera spammée de films qui vous ont impacté directement, soit qui vous ont appris des choses, qui vous ont fait rire, qui vous ont fait pleurer. Autant profiter de ce lieu d'échange pour discuter un petit peu entre nous et prolonger l'héritage de ce que devrait être le cinéma, un lieu d'échange. C'était Manil B, je vous remercie encore pour votre visionnage, à bientôt, salut.